Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Voici les principaux titres à la une de ce mercredi 5 août 2026. Les élections peuvent se tenir cette année, de l'avis de l'ancien député Price Cyprien, qui salue les avancées enregistrées au niveau du processus électoral. Selon lui, le climat sécuritaire actuel ne devrait pas empêcher la tenue du scrutin. Jean-Robert Casimir, un ancien agent de la PNH, est accusé d'avoir participé à l'exportation illégale d'au moins 140 armes vers Haïti. Il est poursuivi par la justice américaine pour conspiration, contrebande et violation des lois sur l'exportation d'armes dans une affaire liée à un vaste réseau de trafic vers Haïti. Et puis la Chambre de commerce et de l'industrie haïtiano-africaine annonce l'organisation de la première édition du Forum économique Made in Afrique Haïti, ainsi qu'une représentation théâtrale en commémoration de la cérémonie du bois caïman. Les deux activités visent à renforcer les liens afro-caribéens. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Quelques jours après son inscription au CEP, le groupement politique dénommé La Paix et Alliés affiche ses ambitions en vue des prochaines élections. Les membres de ce regroupement, qui rassemble une dizaine de partis politiques, affirment vouloir participer aux prochaines élections avec pour objectif de remettre le pays sur les rails institutionnels. Ils déplorent toutefois la situation actuelle qu'ils jugent marquée par de profondes inégalités. Par ailleurs, le collectif des signataires du pacte national a salué les avancées réalisées dans la perspective des prochaines élections, tout en appelant les différents acteurs à s'impliquer davantage dans le processus. Suivez ce compte-rendu de Réti Fortuné. La Paix et Alliés est le tout premier groupement politique à présenter officiellement ses composantes, réunissant pas moins d'une dizaine de partis. Lors d'une conférence de presse organisée ce mercredi, ses membres sont revenus sur les raisons fondamentales de cette fédération, une démarche d'ailleurs exigée par le décret électoral en vigueur. Nous choisissons faire tête ensemble dans l'idée pour nous goumer pour intérêt des haïtiens. Nous choisissons mettre tête nous ensemble pour nous goumer pour tout le monde joindre un petit morceau dans le gâteau pays. Affichant de grandes ambitions pour les prochaines élections, devant aboutir au retour à l'ordre institutionnel, ce bloc politique se projette déjà dans l'avenir. Ces dirigeants évoquent ainsi les grands chantiers de la nouvelle gouvernance, le renforcement de la lutte contre les gangs, le redressement économique du pays et l'inclusion de tous les citoyens dans la cause nationale. La Paix et Alliés expose ainsi ses priorités en attendant de dévoiler officiellement son programme et ses candidats. Fois ça, si on a douce pour tout le monde, quelle que soit la classe sociale, rang social, nous répétons encore. Nous voulons pour condition la vie peuple haïtien améliorer. C'est pour ça que nous pourrons goumer dans l'élection qui va venir. Nous dit peuple haïtien comme grand combattant, pas jamais dit l'espoir. Dans le même temps, d'autres acteurs pressent le gouvernement de rassembler toutes les forces vives pour garantir la tenue des élections dans les meilleures conditions possibles. C'est le cas du collectif des signataires du pacte national qui est monté au créneau ce mercredi pour saluer les efforts déjà déployés en ce sens, conformément aux clauses fondamentales du document. Bien que le chemin à parcourir reste long sur le plan sécuritaire, ces signataires notent des avancées encourageantes dans la perspective des prochains votes. Et nous avons signé un pacte là, c'est pour permettre que le pays, en sacté dit, que les fait vraiment, que gagner sécurité, gagner élection, gagner apaisement. Donc nous-mêmes, nous venons dire jeudi, nous avons félicité le travail qui fait comme démocrate. Nous avons félicité le gouvernement pour le travail que lui commence à faire. Cependant, à mesure que les jours passent, les réactions se multiplient autour de la date retenue pour le scrutin. Les plus sceptiques critiquent un calendrier électoral qu'ils estiment irréaliste. Ils pointent du doigt le peu de temps restant avant le premier tour, alors que de lourdes étapes restent à franchir. L'inscription des regroupements, l'enregistrement des candidats ou encore la campagne électorale, dans un contexte où de nombreuses zones demeurent totalement inaccessibles. Toujours concernant le processus électoral, plusieurs étapes ont été franchies. Alors que des doutes persistent quant à la tenue du premier tour le 13 décembre prochain,
Afin de faciliter le processus, le CEP a prolongé la période de regroupement et de regroupement des partis politiques. Pour commenter cette actualité, nous recevons sur le plateau de Métro News ce soir l'ancien député de Thomazeau, Price Cyprien. Maître Price Cyprien, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Métro News. Bonsoir Rose Berlin, c'est un plaisir pour nous d'être avec Métropole ce soir sur le plateau de Métro News pour parler pays. Justement, nous allons parler pays, sûr. notamment d'élections, puisque la machine électorale a été mise en branle. Malgré cela, plusieurs acteurs politiques mettent en cause la viabilité du calendrier électoral. Maître Price Cyprien, est-ce que vous croyez que les élections, notamment le premier tour des élections, pourra se tenir cette année en Haïti? Moi, je pense que ça fait longtemps qu'on attend des élections. C'est vrai que les conditions sont très difficiles. Et il y a des secteurs qui disent qu'on ne peut pas avoir d'élections dans cette situation d'insécurité qui traverse le pays. Mais moi, je pense, je l'ai toujours dit, il nous faut des élections. Parce que sans ces élections-là, nous ne pourrons pas emmener le pays quelque part vers le retour à l'ordre constitutionnel. Moi, je pense qu'on a tardé longtemps, on a vautré dans l'insécurité. Il nous faut un gouvernement démocratique pour pouvoir résorber le problème. Donc les élections, je suis pour des élections et voir à regarder le calendrier électoral. Et si on met un peu de sérieux là-dedans, on peut réaliser les élections entre cette année et l'année prochaine. Alors, lorsqu'on sait que le Conseil électoral provisoire n'a pas lancé le processus dans les 10 départements du pays, puisque vous êtes pour la tenue des élections, notamment cette année, le premier tour, comment le Conseil électoral provisoire pourrait justement s'agencer pour réaliser ces élections, malgré ce contexte sécuritaire? Bon, c'est vrai qu'on a laissé, la politique a pris le dessus dans le pays, ce qui a fait que pendant les 5 dernières années, on est arrivé à un degré vraiment terrible de l'insécurité, donc un degré très élevé de l'insécurité. On pourrait penser que l'élection ne serait pas possible, mais bon, si on prend des exemples d'autres pays où il y a la guerre, on arrive à faire les élections. Bon, l'essentiel, je ne connais pas vraiment la politique du CEP. Est-ce qu'on va organiser les élections sur toute l'étendue du territoire national? Mais je pense que ça peut ne pas être possible dans certains endroits. Par exemple, si on prend le département de l'Ouest, qui est pratiquement livré aux bandits, serait-il possible de dire qu'on va emmener les électeurs aux urnes pour élire, je ne sais pas, des magistrats, des CASEC, des ASEC, des députés ou même le président dans le département de l'Ouest? Donc le département de l'Ouest, on dirait le bas Artibonite, c'est pratiquement gangréné par l'insécurité. À mon sens, il sera vraiment difficile de pouvoir faire les élections sur toute l'étendue du territoire national. Il faut quand même étudier au cas par cas les situations des territoires perdus ou des territoires livrés, parce que ce qui se passe à certains endroits, si on prend ma commune d'origine, Thomazeau, comment on va pouvoir faire des élections à Thomazeau, puisque l'État n'existe plus à Thomazeau. Thomazeau, depuis tantôt 4 ans, est sous pilotage automatique. Donc, il n'y a pas vraiment une autorité étatique qui existe directement. Et c'est vrai qu'on gère, la mairesse de Thomazeau fait de son mieux pour gérer à distance la commune, mais on sait que la commune est pratiquement livrée aux bandits. Alors, nous savons également que la majeure partie de l'électorat se concentre notamment dans ces 2 départements. Est-ce qu'on ne va pas arriver à une crise de légitimité? On va contester les dirigeants qui ont été élus. De toute façon, ça fait pratiquement 40 ans qu'on est en train de marcher sur la voie vraiment sinueuse qui nous a amené vers l'insécurité au maximum. Donc là, je pense que est-ce qu'on va parler de crise de légitimité après les élections? Je pense qu'il y a toujours une façon d'arranger les choses, parce que inévitablement on doit remettre le pays sur les rails constitutionnels à travers des élections
démocratique pour avoir des autorités élues. Parce que c'est ce qu'on attend. Puisque pendant la période de transition, on n'arrive pas à colmater les brèches et à résorber le problème de l'insécurité. Donc, comme ça a été, je me souviens, sous le dernier gouvernement de René Préval, donc, René Préval avait demandé aux bandits de faire un choix, soit de déposer les armes, soit d'aller ailleurs, quoi. Donc, inévitablement, il faut des élections pour remettre le pays sur les rails de la démocratie. Alors, vous êtes un ancien parlementaire, d'ailleurs, vous l'aviez évoqué tout à l'heure. Est-ce que vous seriez prêt à participer aux élections dans ces conditions? En principe, à l'état actuel des choses, je ne me vois pas comme candidat à un poste électoral maintenant. Et ça ne veut pas dire que je laisse tomber la politique. Et politicien un jour, politicien toujours. Donc, je suis en train de scruter, de voir les choses, comment évoluent les choses avant de prendre une décision pour dire que, bon, voilà, aux prochaines élections, on va retrouver Price Cyprien à tel ou tel poste. Mais you never know. Mais pour l'instant, j'y pense pas. Est-ce que c'est à cause de la situation sécuritaire que vous n'y pensez pas? Bon, il y a l'insécurité d'une part, mais j'ai de grands projets. J'ai de grands projets et dans la vie, je suis en train de rédiger certains ouvrages assez intéressants sur la situation politique du pays. Donc ça prend du temps. Et par exemple, un ouvrage sur l'inexistence, la négativité, la négation même de la démocratie en Haïti. Peut-on parler de démocratie en Haïti? Et nous sommes en train d'analyser les 40 dernières années pour démontrer, régime après régime, qu'est-ce qui a existé en Haïti. Ça prend du temps et je pense que si je me lance dans la course électorale, ça va me retarder dans ce travail. Il y a aussi un document un livre qu'on est en train d'écrire sur l'assassinat crapuleux du président Jovenel Moïse. Donc ça aussi, ça demande beaucoup de recherche. Et bon, je suis très très sollicité par les universités pour rédiger des ouvrages de droit pour l'enseignement supérieur en Haïti. Donc je pense qu'à chaque étape de la vie, il faut savoir choisir. Alors, dans ce contexte où nous sommes, en tant qu'ancien parlementaire, est-ce que vous invitez les acteurs politiques haïtiens à justement embrasser ce processus électoral et à participer massivement aux prochaines élections, même si on n'a pas un rétablissement de la situation sécuritaire? Moi, je pense que la sécurité est quand même un élément essentiel pour organiser les élections. Si le CEP et le gouvernement ont décidé de mettre en branle le processus électoral, c'est qu'ils ont un plan pour résorber la sécurité. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'élections sans un minimum de sécurité, non seulement sur les endroits où il n'y a pas d'insécurité dans le pays, et sans qu'il y ait quand même un travail sur l'aire métropolitaine, sur le département de l'Ouest, et aussi sur le bassin Artibonite où l'insécurité fait rage. Moi, je pense que les deux notions, les deux entités marchent de pair, rétablir la sécurité et faire les élections. Mais si on laisse de côté la sécurité, on avance seulement vers les élections, il peut y avoir un peu plus loin des problèmes difficiles à résoudre. Donc les deux marchent de pair. Il faut travailler sur la sécurité dans le pays, et il faut marcher vers les élections parce que je vous ai dit tantôt en début de propos que après ces 5 ans de dérive, il nous faut quand même un gouvernement démocratiquement élu pour reprendre les rênes du pouvoir dans le pays. Maître Price Cyprien, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir d'être avec vous encore ce soir pour parler d'Haïti, d'élections et de l'avenir de notre pays. Évidemment, merci encore. Au revoir. Voilà donc les précisions de Maître Price Cyprien. Il était l'invité de Métro News ce soir. Avec lui, on commentait l'actualité politique, notamment on parlait des élections. Merci de votre fidélité à Métro News. Un ancien agent de la PNH a reconnu sa culpabilité devant la justice américaine dans une affaire de trafic d'armes à destination d'Haïti.
Jean-Robert Casimir, 53 ans, citoyen américain naturalisé, a plaidé coupable le mardi 4 août de conspiration, de contrebande et de violation des lois sur l'exportation d'armes. Selon des documents du département américain de la justice, il est accusé d'avoir co-dirigé un réseau criminel responsable de l'exportation illégale d'au moins 140 armes à feu vers Haïti depuis 2020. L'ancien policier avait été arrêté en décembre 2024 au terme d'une enquête fédérale. Les enquêteurs américains l'avaient initialement confondu après la saisie de 2 fusils d'assaut semi-automatiques de type AR-15 liés à ses activités. Autre dossier à Metro News, la Chambre de commerce et de l'industrie haïtiano-africaine annonce la première édition du Forum économique Made in Afrique Haïti, ainsi que la mise en scène d'une pièce de théâtre pour commémorer la cérémonie du bois caïman. Prévus respectivement les 7 et 9 août, ces événements visent à renforcer les liens afro-caribéens sous le signe de la diplomatie économique et culturelle. Organisés autour du thème « Une nouvelle frontière pour la coopération Sud-Sud », le forum économique est présenté comme un moyen d'attirer les investisseurs des États africains, a déclaré la présidente de la Chambre, maître Nathalie Wakam-Cyprien. Suivez ce reportage de Garbijan et de Guitry Choisy. Un forum économique baptisé Made in Afrique Haïti, combiné à la commémoration de la cérémonie du bois caïman, la Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-africaine est à pied d'œuvre pour faire converger économie et culture. Ces 2 événements majeurs ont été conçus pour consolider les liens historiques entre Haïti et le continent africain. Lionel Calas, directeur de la communication et des relations publiques de l'institution, appelle d'ailleurs à une participation massive de la population. Pour participer à ce forum, les personnes qui seront physiquement présents vont payer $50. Et les personnes qui veulent suivre via la toile d'araignée mondiale sur le net, ces personnes vont payer $20. OK? Mais à part le forum, il y a aussi Bois Caïman. Pour l'occasion, la CCIHA prévoit une mise en scène historique de la cérémonie du bois caïman, véritable consécration du rêve de liberté du peuple haïtien. Si cet événement revêt une dimension hautement symbolique dans la mémoire collective, sa célébration par la Chambre de commerce lui confère désormais une dimension patrimoniale mondiale, selon son vice-président, le Dr Price Cyprien. Bois caïman n'appartient pas seulement aux Haïtiens. Bois caïman appartient à l'humanité. Ce souvenir, c'est honorer, valoriser, unir, transmettre et bâtir l'avenir. De son côté, la présidente de la CCIHA, maître Nathalie Wakam-Cyprien, soutient fermement que l'avenir d'Haïti passe par un rapprochement stratégique avec l'Afrique. C'est précisément dans cette optique qu'a été créée la Chambre de commerce. Le forum économique, prévu ce vendredi 7 août, sera ainsi l'occasion de dresser un diagnostic lucide de la situation économique du pays, tout en explorant les perspectives d'investissement bilatéraux. Nous avons dit que la Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-africaine fait un pile effort pour que l'identifier des investissements et que l'investissement soit fait dans plusieurs secteurs. Et pour garantir la cohérence entre l'action que nous avons fait et résultat sur le changement économique pays, nous avons un pile domaine. Par exemple, là, il y a des entrepreneurs que nous avons déjà mis en contact avec certains pays qui parlent du secteur minier en Afrique. Eux-mêmes, c'est entrepreneurs qui ont cherché opportunités d'affaires en Afrique. Nous avons au moins 3 entrepreneurs que nous avons connectés dans 3 pays différents en Afrique qui ont offert investissement dans le secteur minier. Selon Maître Wakam-Cyprien, l'institution qu'elle dirige poursuit sa mission historique, être le pont entre la première république noire du monde et les 54 États africains. Si la CCIHA continue de promouvoir activement les investissements et de défendre les intérêts de ses membres, la présidente reconnaît toutefois que la crise sécuritaire actuelle demeure le principal frein aux investissements dans le pays. Autre point de l'actualité, la directrice de l'Office national de partenariat en éducation, Stéphanie Poultre, a dressé un bilan satisfaisant de ses 100 premiers jours à la tête de l'institution. Des rencontres avec les employés afin d'établir un climat de dialogue au sein de l'ONAPE, un diagnostic des différents services, notamment de l'administration,
ainsi que le renforcement des partenariats figurent parmi les principales avancées selon la directrice. L'aménagement de nouveaux locaux pour loger l'institution dans de meilleures conditions, de même que la réhabilitation et la restructuration des différentes annexes de l'ONAPE comptent parmi les projets en cours, indique Madame Poultre. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Servir d'espace de concertation et d'organes de gestion pour favoriser la participation active du secteur non public à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de développement éducatif du pays, telle est la mission de l'ONAPE, dont la directrice générale Stéphanie Poultre vient de dresser le bilan de ses 3 premiers mois à la tête de l'institution. L'objectif général de l'ONAPE, c'est d'aligner les actions des écoles privées et des organisations avec les priorités nationales du ministère de l'Éducation nationale. Les 100 premiers jours d'une administration ne suffisent pas à transformer une institution. Cependant, ils constituent une période déterminante pour établir une vision, définir une méthode de travail, renforcer la confiance et poser les fondations d'une nouvelle dynamique institutionnelle. L'ONAPE s'impose ainsi comme un espace privilégié de concertation et d'échange entre le ministère de l'Éducation nationale et ses partenaires non publics du secteur éducatif haïtien. L'objectif est de faciliter leur participation active à l'élaboration de la politique nationale ainsi qu'à la définition des orientations du MENFP en matière de partenariat entre les deux secteurs. Renforcer la gouvernance de l'institution, améliorer son fonctionnement interne, consolider ses partenariats et permettre à l'ONAPE de jouer pleinement son rôle stratégique de l'amélioration de la qualité de la gouvernance du système éducatif haïtien. Sur le plan de la gouvernance, outre les nombreuses rencontres organisées entre la directrice et les cadres de l'institution pour instaurer un climat de dialogue, des mesures de restructuration interne ont également été adoptées pour optimiser le bon fonctionnement de l'ONAPE. Parallèlement, un diagnostic institutionnel a été réalisé. Celui-ci a porté notamment sur l'organisation administrative, le fonctionnement des services, les programmes en cours, les mécanismes de gestion des partenariats, les besoins prioritaires en matière de renforcement institutionnel. Ce diagnostic constitue aujourd'hui une base de référence pour orienter les réformes, améliorer les processus internes et renforcer durablement la performance de l'ONAPE. Enfin, du côté des perspectives, la directrice entend axer ses priorités sur la gestion opérationnelle du partenariat public-privé en éducation. Selon ses déclarations, l'ONAPE s'attellera à mettre en place de mécanismes de consultation durables pour aider le ministère à mieux jouer son rôle de régulateur, tout en veillant à promouvoir, organiser et encadrer les institutions et services éducatifs issus de ce partenariat. Nous arrivons au terme de ce journal. Voici le rappel des principaux titres à la une. Les élections peuvent se tenir cette année, de l'avis de l'ancien député Price Cyprien, qui salue les avancées enregistrées au niveau du processus électoral. Selon lui, le climat sécuritaire actuel ne devrait pas empêcher la tenue du scrutin. Jean-Robert Casimir, un ancien agent de la PNH, est accusé d'avoir participé à l'exportation illégale d'au moins 140 armes vers Haïti. Il est poursuivi par la justice américaine pour conspiration, contrebande et violation des lois sur l'exportation d'armes dans une affaire liée à un vaste réseau de trafic vers Haïti. Et puis la Chambre de commerce et de l'industrie haïtiano-africaine annonce l'organisation de la première édition du Forum économique Made in Afrique Haïti, ainsi qu'une représentation théâtrale en commémoration de la cérémonie du bois caïman. Les deux activités visent à renforcer les liens afro-caribéens. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News. Merci infiniment de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment demain soir pour une prochaine édition de ce journal. Mais restez branchés Métropole, la programmation continue. Bonsoir.